pour nous propulser dans cet après-midi, on va, sur l'impulsion du docteur Maxime Davidson, s'intéresser à la question des TCA. Le docteur Davidson est praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où il a une consultation au sein de l'hôpital l'Esquif, l'unité d'hospitalisation pour adolescents de l'hôpital de l'Elzo, et où il a également une consultation spécialisée sur les questions des TCA. Et il va nous permettre de cheminer un petit peu autour de cette question des troubles alimentaires, de leur histoire à leur prise en charge actuelle. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, comme dit, je me représente quand même, Dr Davidson, je suis pédopsychiatre au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu ouvrir la réflexion sur les TCA. Alors, je vais très centrer mon propos quand même sur l'anorexie mentale. Les TCA, c'est très large. Je pense que vous êtes tous professionnels ici. On connaît l'anorexie, on sait qu'il y a aussi la boulimie, qu'il y a de l'hyperphagie. J'ai entendu ce matin quelqu'un prononcer le mot de c'était là-bas, quelqu'un avait dit, de bigorexie. Voilà, donc la problématique des TCA est très large. Et là, je vais quand même centrer mon propos sur l'anorexie mentale qui va vous donner quand même des clés de réflexion générales. Tout ne sera pas applicable aux autres TCA, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait, sachant qu'en plus l'anorexie mentale, c'est un champ déjà qui est très large en soi. On considère qu'il y a à peu près la moitié des anorexies mentales qui sont ce qu'on appelle des anorexies mentales maladies. L'autre moitié est plutôt des anorexies mentales symptômes, voire simplement des conduites de restriction qu'on peut trouver en fait dans tous les champs de la nosographie psychiatrique. Donc je vais commencer par un propos un petit peu provoquant, qui est celui-là. L'anorexie mentale n'est pas vraiment un trouble alimentaire. Alors j'ai eu la chance, le docteur Lecor est passé avant moi ce matin et a un petit peu ouvert la question sur la place du symptôme en tant que porteur de messages. Donc voilà, je vais un petit peu ouvrir le propos au fur et à mesure que je vais cheminer. Donc pour ça, on va quand même aller sur l'historique de l'anorexie mentale qui est à la fois long et à la fois court. Pourquoi on dit ici que je me permets de dire que c'est pas juste en trouble alimentaire, c'est parce qu'en fait les symptômes qui nous gênent le plus dans l'anorexie mentale et dans sa prise en charge, et ça vous êtes, je pense, les premiers en tant que, pour certains soignants de première ligne, à vous en rendre compte, c'est finalement c'est pas l'alimentation en tant que telle qui nous pose le plus de soucis, mais c'est les autres symptômes qui sont pas forcément décrits comme tels dans le DSM ou dans les classifications, mais il y a la question du déni de la patiente qui ne reconnaît pas sa maladie. Donc comment on fait pour aider une patiente qui n'accepte pas d'être aidée finalement, puisque s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aide. Comment on fait pour aider une patiente qui est opposante aux soins? C'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment dans l'anorexie mentale. Et c'est ce genre de problématique-là qui nous pose le plus de soucis. Si finalement la patiente, on avait juste à lui apprendre à remanger correctement, à juste lui apprendre le nombre de bonnes calories à prendre, les choses seraient tout de suite simples. Et alors les autres symptômes, pareil, dont on ne parle pas dans les classifications, mais qu'on trouve bien entendu dans beaucoup de livres et dans beaucoup de cours, c'est ce que provoque la patiente en termes de symptômes sur son environnement, qu'on peut presque considérer comme faisant partie intégralement de la pathologie. Donc il y a ce qu'elle provoque chez d'abord la famille, puisque c'est la famille qui est la première confrontée à la patiente. Et on peut constater, quand on rencontre la première fois les familles, le degré d'emprise dans lequel la famille peut être prise dans la pathologie. Et on va le retrouver dans une autre mesure après, quand la patiente arrive aux soins, dans les équipes de soins. Qui n'a jamais vu, or pour certains oui, mais qui en tout cas qui travaille sur la question, n'a jamais vu des équipes de soins fragmentées par une patiente anorexique, avec une partie du personnel qui tient des propos si elle est malade aujourd'hui, c'est qu'on lui a pas assez donné de claques quand elle était petite, c'est parce qu'il faut lui apprendre les bonnes manières, ou qui au contraire a vu des attitudes de rentrer dans le symptôme avec la patiente, de l'aider dans sa symptomatologie. Donc c'est quelque chose qui se retrouve de manière presque universelle chez ces patientes, c'est l'attitude de clivage qu'elle provoque dans une équipe de soins, et a fortiori dans une équipe de soins qui n'est pas préparée. Bien entendu, les équipes de soins qui sont préparées et un petit peu formées s'y attendent et ne sont pas finalement surpris de ce qu'elles mettent en œuvre dans un service et sur les autres. Donc le plus gros problème, tout ça pour revenir, que le plus gros problème de ces patientes, ça reste quand même la mise en échec des soins. Donc on va juste faire un petit bond dans le passé, avec une personne qui est considérée un petit peu comme
la première des anorexiques. Alors bien entendu, c'est un propos qui est sujet à controverse, puisqu'on parle donc de Catherine de Sienne, qui est une sainte qui a vécu au Moyen-Âge, qui a commencé à avoir des comportements de restriction à l'âge de 7 ans, après avoir vu Jésus. Et en plus de ces comportements de restriction, elle avait des comportements qu'on dit ascétiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, je parlais des autres symptômes anorexiques à notre époque, on retrouve également des comportements ascétiques chez un certain nombre de patientes aujourd'hui modernes, comme le fait de dormir au sol, le fait de s'exposer au froid, le fait de marcher longtemps et longuement. Des fois, on attribue ça un petit peu de manière automatique au fait de brûler des calories, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être expliquées que par ça. Donc à l'âge de 7 ans, elle a commencé à avoir des restrictions alimentaires, et à partir de 12 ans, ça s'est fortement majoré lorsque sa mère a voulu la marier. Elle a décidé qu'elle serait vierge toute sa vie et qu'elle allait vouer sa vie au Christ et à Dieu. Donc elle a des comportements ascétiques, elle a des comportements de restriction alimentaire qu'on rencontre aussi facilement finalement aujourd'hui. Donc elle donne la viande au chien quand on lui sert de la viande, elle le cache, elle réduit son alimentation, et elle aura gardé des restrictions alimentaires toute sa vie. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Catherine de Sienne, c'est finalement le rapport qu'elle a avec le monde ecclésiastique. Il faut bien savoir que le comportement extrême qu'elle a, quand je dis extrême, c'est qu'elle allait donc jusqu'à mourir de faim à la fin de sa vie, suite au schisme de l'Église entre l'Orient et l'Occident, qui était un petit peu un de ses grands combats. Et ben, elle avait les autorités ecclésiastiques qui étaient derrière elle et ses confesseurs, et en fait très peu de personnes de l'époque, même si c'est le Moyen-Âge, il ne faut pas se faire des idées, son comportement n'était pas validé par les autorités ecclésiastiques. Donc elle a tantôt été accusée d'être possédée par le diable, et puis d'autres au contraire voyaient ça comme un signe de Dieu. Et du coup, le rapport qu'elle avait avec le monde ecclésiastique ressemble fortement aux patientes aujourd'hui qu'il peut y avoir avec le monde médical. Donc pour vous donner juste un petit peu quelques exemples, hein, elle a pu dire cette phrase que je vous affiche là, hein, c'est ainsi que la Vierge du Seigneur était à la fois rassasiée et à jeun, l'estomac vide et le cœur plein, toute desséchée extérieurement et intérieurement, toute arrosée d'un fleuve d'eau, vive, alerte et joyeuse en tout événement. On peut comprendre que voilà ce qui a été dit par là. Et voilà ce qu'elle a pu répondre à un de ses confesseurs qui a à un moment donné essayé de la faire manger. Donc elle a commencé par manger d'abord pour après exposer le fait que manger c'était dangereux pour elle. Donc n'est-il pas plus grave de s'exposer à la mort en mangeant qu'en jeûnant, puisqu'une expérience répétée vous a appris que la nourriture me rend malade? Pourquoi ne me défendriez-vous pas de manger comme vous me défendriez de jeûner un pareil cas? Donc ensuite, l'anorexie, on ne le retrouve pas vraiment dans les textes jusqu'au début du 19e siècle, puisque la maladie a été officiellement découverte en 1873 par le docteur Lassègue, qui était un médecin neurologue. Donc c'est le premier médecin qui a découvert l'anorexie mentale, qui a prouvé que c'était un trouble qui était psychique, puisque jusque-là, le monde médical s'accordait plutôt à dire que c'était un trouble qui était physique. Donc comment il a démontré ça? Il a fait des autopsies de patientes, il a démontré que le tube digestif des patientes anorexiques qui mouraient de faim était sain. Et ce qui est intéressant de noter dans sa description, alors je vous reconseille fortement son texte qui s'appelle de l'anorexie hystérique, qui est vraiment la première description d'anorexie mentale dans le monde médical. Si vous vous intéressez à l'histoire médicale, c'est un texte qui en fait est assez valable encore de nos jours. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que chez ces patientes-là, il y avait des symptômes qu'on retrouve aujourd'hui chez les patientes qui n'existaient pas à l'époque, comme par exemple ce qu'on appelle la dysmorphophobie, le fait de se trouver trop grosse. C'est pas un symptôme qui était retrouvé à l'époque dans l'anorexie mentale, puisque les patientes, quand elles s'arrêtaient de manger, elles invoquaient en fait des problèmes digestifs, des troubles de la digestion. Quand on essayait de les forcer à manger, elles disaient qu'elles avaient mal au ventre, que c'était pesant. Et la question finalement de l'image du corps ne ressortait pas dans les discours à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ces observations? C'est que c'est le premier à regarder les interactions entre l'anorexique et l'environnement. Donc ce que j'ai pu vous décrire avant et ce que vous voyez aujourd'hui a déjà été vu avant. C'est-à-dire, il voit que la réaction de la famille face à l'anorexique est toujours un petit peu la même. Ils essayent de la forcer à manger, soit par la force, soit par la contrainte, soit par, au contraire,
une forme de supplication, de dire là on va lui faire que ce qu'elle aime manger, on va lui donner les meilleurs cadeaux, on va la couvrir de ce qu'elle aime. Dans tous les cas, ce qu'il constate, c'est que les attitudes de forçage, quelles qu'ils soient, ne marchent pas, et il va retrouver la même chose au sein des unités d'hospitalisation. Alors lui, qu'est-ce qu'il préconise comme traitement ? Il préconise aux médecins, je cite ces termes, de se taire et écouter. Voilà. Et donc, comme dit comme le suggère en fait l'intitulé de son texte, ça s'appelle de l'anorexie hystérique, c'est que pour lui, l'anorexie est une forme d'hystérie. Donc, je ne vais pas m'étendre là sur des débats psychopathologiques. Ce qui est en tout cas intéressant à retenir aussi, c'est que c'est le premier à avoir cette phrase de dire l'excès d'insistance appelle à l'excès de résistance. Et c'est je pense, une des phrases clés quand même à retenir quand on prend en charge des patientes anorexiques. Et là, je voulais vous citer également donc un des passages, je trouve intéressant du texte, qui donne bien un petit peu sa position vis-à-vis de ça. Donc, malheur au médecin qui, méconnaissant le péril, traite de fantaisie sans portée comme sans durée cette obstination dont il espère avoir raison par des médicaments, des conseils amicaux ou par la ressource encore plus défectueuse de l'intimidation. Donc encore une fois, il recommande de pas caler notre pratique médicale sur ce qu'a déjà fait la famille, puisque si ça a échoué, c'est pas la peine. Je me permets juste parce que j'ai très chaud. Excusez-moi. Voilà où j'en étais. Donc il veut pas calquer la prise en charge médicale sur ce qu'a déjà fait la famille. Pour autant, malheureusement, ces recommandations sont assez floues. Et il est assez pessimiste par rapport à la maladie, déjà la phrase là le montre bien, mais en tout cas il décrit quand même que l'issue est fatale pour une grande partie des patientes, malgré ce qu'on peut tenter de faire. Et à la même période, on a un de ses collègues, donc le docteur Charcot, qui lui par contre a une attitude extrêmement opposée dans sa prise en charge à ce que fait la SEG. Et donc là on voit déjà, dès l'apparition de la maladie, un débat qu'on retrouve aujourd'hui dans les équipes de soins, qu'on retrouve aujourd'hui parfois entre des spécialistes, entre des médecins, sur la question de savoir comment on prend en charge une anorexie, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'écoute, mais si on l'écoute, on la laisse mourir, est-ce qu'on doit la forcer, mais si on la force, on accroît le symptôme. Donc voilà, Charcot a des observations qui sont assez similaires en termes de tableau clinique à son collègue Lassague. Il décrit les mêmes types de patientes, il décrit aussi les interactions qu'il y a avec la famille. Alors lui, il est bien sûr un peu plus dur avec les familles, puisque pour lui, c'est la faute des familles, et donc il faut séparer les patientes des familles pour que les patientes puissent guérir, parce que c'est quand même en grande partie, selon lui, la faute des familles. Et une fois que la patiente est séparée de la famille, c'est au médecin et à l'équipe de soins de prendre l'ascendant sur la patiente et pour le citer, c'est pas quelque chose que je pense personnellement, la dominer d'une certaine manière moralement, la forcer à reprendre du poids et lui ouvrir le cadre, c'est-à-dire les visites, les lettres des familles, etc., uniquement sur une reprise de poids. Donc on est sur ce qu'on appelle là le traitement moral. Et on peut le déplorer un petit peu, mais malheureusement, c'est pas la SEG qui va gagner ce débat en France sur la prise en charge, puisque le gold standard jusqu'aux années 70, ça va être une prise en charge à la Charcot avec une séparation. C'est pour ça d'ailleurs que la séparation familiale est quelque chose qui est encore dans les idées un petit peu de tout le monde, dans l'imaginaire collectif, et que ça arrive souvent que les familles de patientes, quand elles arrivent aux soins, nous demandent est-ce qu'on va être séparés. Donc dans les années 70, en tout cas, les choses sont revues sous l'impulsion d'un certain nombre de théories. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les théories qu'il y avait jusqu'aux années 70. Il faut savoir que l'anorexie est passée sous le prisme de toutes les théories qui existent. On est passé par une période où c'était de l'hystérie, une période où c'était de la psychose, une période où c'était de la perversion, une période où c'était simplement un trouble physique, dans les années 40. Finalement, tout le monde pensait que l'anorexie c'était un problème hypophysaire qu'on n'avait pas forcément encore découvert. Et c'est à partir des années 70, donc il y a une évolution déjà sur l'éthique médicale et puis des nouvelles théories qui apparaissent. Et finalement, on considère à partir des années 70 que l'anorexie mentale c'est une maladie à part entière et une structure à part entière. On ne le traite pas juste comme de la psychose ou comme une forme d'hystérie. Et c'est là où on a les prémices du modèle qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle le modèle biopsychosocial. C'est-à-dire le modèle moderne où l'anorexie mentale est pensée, l'étiologie de l'anorexie mentale est pensée comme étant plurifactorielle, c'est-à-dire avec des facteurs
physique. Donc là, on n'est pas, si j'avance un peu jusqu'en 2010, on sait aujourd'hui que les facteurs génétiques de l'anorexie mentale, c'est quand même entre 30 à 70%. Et qu'à côté de ça, on a les facteurs sociétaux, les facteurs environnementaux, les facteurs familiaux, et voilà, tout un certain nombre de facteurs. Et donc avec ça apparaissent de nouvelles modalités de prise en charge qui sont en grande partie aussi, là je ne l'ai pas dit, il y a aussi la thérapie familiale qui est apparue et qui est aujourd'hui aussi la thérapie qui a fait le plus de preuves dans l'anorexie mentale. Donc en tout cas à partir des années 70, sous l'impulsion d'auteurs comme Jamet, Corcos, Hildebruch, les pratiques évoluent et on fait plus de traitement moral comme à l'époque. Donc on en arrive assez rapidement aux objectifs de soins, parce que je suis passé sur le fait qu'il y a eu beaucoup de théories et on est aujourd'hui sur un modèle biopsychosocial. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un petit peu une synthèse de tout ce qui a été fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on se dit pas que tout le monde était forcément dans le faux, puisque finalement, si on regarde les arguments que chacun avançait, on avait des points, on va dire, qui étaient recevables, mais pris de manière centrale. Finalement, chacun de ces modèles échouait. Si on traitait l'anorexie mentale que comme un trouble physique, on n'y arrivait pas. Si on faisait que de la séparation familiale, oui, nos patientes elles reprenaient du poids, mais une fois sorties d'hospitalisation, les choses reprenaient et en plus on les revoyait plus parce qu'elles étaient traumatisées par leur hospitalisation. Et si on traitait ça que par le soin psychique, à ce moment-là également, on était confronté à des échecs thérapeutiques. Donc on en arrive un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vais reprendre un petit peu aussi les choses que vous avez dû entendre ce matin. C'est que l'anorexie mentale, finalement, la psychopathologie se base pas mal sur la question de l'adolescence et calquée sur la question de l'attachement, sur la question de l'autonomisation vis-à-vis des parents. Encore une fois, c'est un modèle qui est très intégratif et on reprend un petit peu toutes les hypothèses. Il y a aussi l'hypothèse de la sexualité qui a été évoquée ce matin par Dr Lecor, de dire est-ce que finalement l'anorexie c'est pas une manière d'arrêter la puberté et de plus avoir accès à la sexualité. Et après, nos collègues addictologues en parleront sûrement après. Et une fois qu'on est sorti, une fois que l'anorexie est devenue chronique, on arrive même sur un modèle addictif. Donc en fait, l'anorexie mentale, c'est une pathologie qui est très complexe, qui est mal comprise. Et si on prend patiente par patiente, on doit avoir une prise en charge qui est à la fois intégrative et à la fois très individualisée et personnalisée. Et donc pour ça, il faut qu'on ait une prise en charge qui est pluriprofessionnelle. Donc la base de la prise en charge de l'anorexie mentale, c'est une prise en charge pluriprofessionnelle qu'on adapte selon le degré de gravité de la patiente, selon l'endroit où on est, puisqu'on ne peut pas se permettre partout. On est aujourd'hui dans un certain nombre de régions qui sont des déserts médicaux et toutes les patientes ne peuvent pas avoir un suivi pédopsychiatrique, psychologique, pédiatrique et d'autres types de soins à côté, un hôpital de jour. Donc il faut arriver à articuler tout ça. Donc qu'est-ce qu'on cherche en tout cas à faire comme objectif de soins avec tous les professionnels qu'on va avoir à notre disposition? Il faut au moins qu'on essaie d'articuler les points que je vais vous énoncer là. Donc il faut avoir un traitement qui prend les réalités du corps en compte et le traitement psychique. Donc les réalités du corps, elles peuvent être prises en charge par le médecin somaticien, donc il peut être médecin généraliste, pédiatre, mais également la diététicienne, et un traitement psychique qui peut être assuré soit par un pédopsychiatre, soit par un psychologue, soit éventuellement même d'autres types de professionnels. On essaie d'analyser les interactions de la patiente avec son environnement. Je l'ai dit avant, j'ai essayé de le démontrer un petit peu en passant sur les différentes étapes de l'histoire. C'est que la symptomatologie anéroxique n'est pas la même selon les époques. Et finalement, on peut quand même considérer ça comme une pathologie de l'adolescence et de la relation. Donc on essaie d'ouvrir la patiente à des modalités relationnelles qui lui sont inconnues jusqu'à présent dans sa famille. On travaille les questions de dépendance, d'autonomie, d'attachement et de séparation. Ça, c'est fait effectivement chez la psychologue, mais ça peut être fait avec la famille, en partenariat avec la famille, et si on y a accès, bien entendu, par de la thérapie familiale. On essaie de mettre en contact la patiente avec la réalité de son monde interne et de son fonctionnement mental, ce qui est important, on l'a dit, dans les questions de déni, de clivage qu'elle peut vivre. On essaie de redonner à l'appareil psychique sa fonction d'élaboration des conflits et on essaie de l'aider à regagner une image positive d'elle-même. Alors tout ça, ça nécessite un cadre de soins adapté, mais encore une fois, tout n'est pas possible.
Donc, qui sont les professionnels qui peuvent être impliqués? Là, je peux vous en lister pas mal. Donc, il y a les infirmières qui sont évidemment impliquées, les pédopsychiatres, les médecins généralistes, les pédiatres, les diététiciennes sont impliquées, les ergothérapeutes peuvent être impliqués, les praticiennes d'activité physique adaptée. Et j'en oublie sans doute, les kinésithérapeutes prennent aussi en charge des patientes sur tout ce qu'on appelle les abords psychocorporels. Bon, dans tout ça, vous êtes sans doute un petit peu perdu, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut au minimum chez une patiente quelqu'un qui prend en compte la réalité du corps, quelqu'un qui va s'occuper de ce qu'on appelle le cadre, et une autre personne qui va s'occuper d'une forme de psychothérapie un peu individuelle qui est adaptée à elle. Alors ensuite, les ressources que vous avez pour ça en Alsace, donc il y a l'ARTA, qui est l'association locale, qui a un site internet qui vous permet de localiser, de référencer un petit peu tous les professionnels qui interviennent en Alsace. Vous avez la première ligne qui est extrêmement importante, qui sont constitués des médecins traitants et des pédiatres. Ce qu'on appelle la deuxième ligne, qui sont des pédopsychiatres de secteur. La HAS, les dernières études et la HAS en tout cas montrent que la guérison chez les patientes anorexiques en fait ne sont pas supérieures chez des gens qui ont des thérapies plus spécialisées dans l'anorexie que le psychiatre, entre guillemets, tout venant. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'apeurer quand on voit une patiente anorexique et toujours se dire qu'on fait bien. C'est démontré encore une fois par les études, la patiente anorexique peut tout à fait être prise en charge par des professionnels de la santé mentale qui ne sont pas spécialisés dans l'anorexie mentale. Et il n'y a que quand on est confronté à des cas d'une extrême gravité qu'on fait appel à ce qu'on appelle la troisième ligne, c'est-à-dire des consultations plus spécialisées. En Alsace, on en propose au CHU Strasbourg au travers moi. Et puis, dans les cas, encore une fois, les plus extrêmes, qui sont loin d'être la majorité, heureusement, les patientes peuvent être hospitalisées. Voilà, j'ai été un petit peu court, je pense, mais je suis ouvert aux questions et aux débats, en tout cas, par rapport aux questions que vous pourriez avoir sur cette thématique-là. Alors, un petit peu court, mais néanmoins dense. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Quels seraient les premiers signes d'alerte en tant que professionnel travaillant avec des adolescents? À quel moment on peut se dire que ça peut être une anorexie en fait? Alors, les premiers signes d'alerte, c'est le problème de l'anorexie et ce qui pose le plus grand souci, c'est souvent le retard diagnostique et le retard de traitement et de prise en charge. Les premiers signes, en fait, sont en général assez évidents, et si on ne les voit pas en consultation tôt, c'est parce que les patientes refusent de venir en consultation. Si vous les voyez dans d'autres contextes, les premiers signes d'alerte, c'est une intention qui est très portée sur le corps, qui est très portée sur l'apparence physique, des propos qui peuvent être par rapport à la maigreur, et un aspect, en tout cas souvent chez les plus graves, de cacher en tout cas la maigreur aussi. En tout cas, ça dépend aussi dans quelles circonstances vous êtes. Peut-être vous pouvez préciser un petit peu. Mais... C'était une adolescente, pour la petite histoire, l'histoire dramatique derrière, c'est qu'elle a été victime d'agression sexuelle, même d'un viol. Et par la suite, effectivement, elle a commencé... Alors, je l'accueille en IME, c'est accueil de jour. Donc, durant les repas, on voyait effectivement qu'elle mangeait de moins en moins. Elle portionnait ses plats, en fait. Elle faisait des petits tas dans son assiette. Vraiment, des petits pas. Et c'était vraiment une violence pour elle de manger. Elle avait son petit boudin de plat, et puis elle le mangeait. Puis après, elle regardait, elle comptait. Je sais que sa famille lui dit... La mère, tout ce qu'elle avait trouvé à lui dire, c'est mange tant et tant de cuillères. En fait, c'est tout ce qu'elle... Et du coup, elle comptait les cuillères qu'elle mangeait, et c'était devenu une obsession. Et il y avait aussi les vêtements où elle se couvrait, elle se cachait. Alors ça va mieux. On a tout de suite alerté la famille, et elle a eu un suivi psychologique. Mais c'était vraiment le démarrage. C'est ce que nous avait alerté en fait. C'était au moment du repas, effectivement. Oui, je comprends bien. En fait, la question des signes d'alerte est pour beaucoup évident. Là, je pense que la question se pose surtout, c'est comment on invite ces patientes aux soins et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a nos signes d'alerte, notre patiente qui nous dit voilà,
je mange moins, je m'alimente moins. Alors souvent elles le disent pas, mais en tout cas les parents qui nous rapportent des restrictions alimentaires, qui nous rapportent des propos qu'elles ont entendus à droite à gauche, qui nous rapportent les dernières recherches de la patiente, que la patiente tout d'un coup commence à se focaliser sur les calories, s'intéresser à la quantité de sucre, de gras, de regarder les étiquettes. Voilà, tout ça c'était pas habituel. En général, c'est quelque chose qui est plutôt évident quand on a les patientes sous les yeux. La question de comment on les invite au soin, c'est souvent là que va être la difficulté. Et ça passe en fait un petit peu par la patiente, hein, lui indiquer notre inquiétude vis-à-vis de tout ça, essayer de tisser, de trouver son intérêt en dehors, par rapport aux soins, en dehors de ce qui pourrait être de la question alimentaire. Si on vient avec la patiente en disant on aimerait que tu manges plus, il faudrait peut-être consulter, t'as perdu beaucoup de poids. Oui, on peut donner notre inquiétude par rapport à ça, mais il faut essayer de trouver les autres portes d'entrée, les autres points d'entrée pour amener la patiente à la consultation, aux soins. Et là, il faut énormément s'appuyer sur la famille et sur l'entourage, parce que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que la famille elle-même est prise dans une forme de déni ou de difficulté. Il n'y a pas forcément le déni qui est présent, mais alors la difficulté de parler à la patiente et de l'amener aux soins. Et souvent, la porte d'entrée, ça va d'abord être la famille, finalement. Inviter la famille à réfléchir à la question, les inviter à regarder si eux-mêmes ont de l'inquiétude, et s'ils n'en ont pas, essayer de les inviter tout doucement à en avoir, afin que la patiente soit au moins prise en charge déjà par un médecin généraliste, un pédiatre, et qu'il y ait une première consultation. Hein, encore une fois, l'idée, à moins qu'on soit sur une patiente qui est complètement aphagique, qui est au bord de la mort, c'est de prendre le temps. C'est quelque chose qui est difficile dans l'anorexie parce qu'on est souvent paniqué. Quelqu'un qui mange pas, quelqu'un qui maigrit, parfois à vue d'œil, ça nous panique. Mais en fait, l'idée, c'est de prendre le temps, d'écouter et d'amener tranquillement les patientes à la consultation sans les brusquer. J'en profite du coup pour placer ma propre question. On a beaucoup parlé ce matin de facteurs déterminants, de ce qui venait faire que certaines catégories de population vont plus vers une pathologie qu'une autre, un symptôme qu'un autre. Est-ce que dans les troubles alimentaires, on a des facteurs de ce type? Et si oui, lesquels? Ah oui, il y a énormément de facteurs de ce type. Merci pour la question. Alors, je l'ai dit, le premier facteur, ça reste un facteur génétique, 30 à 70%, hein, selon les études. On ne parle pas d'un gène, mais d'un grand nombre de gènes qui peuvent combiner, déterminer un trouble du comportement alimentaire. On a des facteurs sociétaux, parce que je pense que la question est surtout intéressée à ça. On sait que c'est une pathologie plutôt de la jeune fille occidentale. Alors parfois occidentalisés, hein, bien entendu, les patients migrants sont aussi touchés étonnamment par l'anorexie mentale quand ils arrivent parfois dans des pays occidentaux, mais c'est pas une maladie qu'on retrouve classiquement en Afrique noire. On en retrouve un petit peu, on en retrouve en Asie, hein, concrètement. Et on a des facteurs très personnels. On sait que c'est des jeunes filles qui sont en général, on va dire, très perfectionnistes. Voilà, c'est des jeunes filles qui font très bonne figure, un petit peu souvent premières de la classe. Qui pratiquent souvent la gymnastique. On sait que les sports qui invitent au contrôle de poids sont des facteurs prédisposants à l'anorexie mentale. Voilà, donc le profil, c'est plutôt le profil de la jeune fille occidentale ou asiatique, plutôt au niveau socio-économique bon, avec un profil perfectionniste, souvent qui ont des troubles de la personnalité qu'on dit pardon, j'ai un trou de mémoire, obsessionnel compulsif, et qui sont décrites par les parents comme étant des jeunes filles sans problème. C'est souvent le cas typique. La jeune fille arrive en consultation, les parents nous disent on n'a jamais eu de problème avec elle, il n'y a jamais eu de conflit, elle s'est jamais opposée, elle a jamais vraiment fait sa crise d'adolescence, contrairement à son grand frère qui lui est plutôt dans des troubles externalisés. Hein, c'est assez typique. Et voilà, en gros, les facteurs. Alors, les facteurs familiaux sont présents. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'accuser les familles ou de dire que c'est la faute de la famille, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs familiaux qui sont des facteurs pas forcément prédisposants à l'anorexie mentale, mais qui sont plutôt des facteurs entretenants une fois qu'on est dans le trouble. C'est d'ailleurs souvent qualifié un peu de paradoxe, puisqu'on l'a dit, on est plutôt dans quelque chose qui a des gros facteurs génétiques, et on peut s'interroger pourquoi face à des facteurs génétiques, la thérapie familiale
familiale, c'est ce qui marche le mieux. Mais en tout cas, faut simplement le comprendre que dans un certain nombre de familles qui auraient pu se retrouver face à une situation d'anorexie mentale, les choses n'auraient pas autant dérapé que chez des patientes qui sont prédisposées génétiquement. Donc encore une fois, le mot d'ordre pour la jeunesse de l'anorexie mentale ou les facteurs, c'est le modèle biopsychosocial. Il n'y a pas une cause à l'anorexie mentale et il ne faut pas s'imaginer que dans les thérapies, les patientes ont fini par se dire, par trouver une cause et dire « Ah, c'est pour ça que tu es devenu anorexique et puis là, maintenant qu'on l'a trouvé, tu es guéri ». Et alors justement, cette notion de guérison, c'est la deuxième fois que tu l'utilises et alors moi ça m'intéresse, c'est quoi une guérison de l'anorexie ? Alors, les diagnostics d'anorexie, même si c'est un diagnostic qui en réalité est un peu catastrophiste parce que il n'y a que 50% des patientes à peu près qui guérissent, selon les chiffres. Bien entendu, il y a des études qui sont un peu contradictoires. En tout cas, les données qu'on retrouve dans la grande majorité de la littérature, c'est qu'il y en a une moitié qui guérissent et que c'est le trouble psychique le plus mortel des troubles psychiques, puisqu'il y a 10% de mortalité, toutes causes confondues, que ce soit suicide ou que ce soit par cause somatique. Donc on peut s'imaginer parfois, si on s'y connaît pas très bien, que l'anorexie c'est un diagnostic et une maladie un peu facile. En fait, c'est un diagnostic qui est qui devrait être pris, en tout cas, comme assez catastrophiste. En tout cas, voilà, 50% des patients vont être considérés comme non guéris, c'est-à-dire un peu chroniques à terme. Un tiers à peu près, donc les 25% restants des 50% vont être ce qu'on appelle dans une forme subclinique, c'est-à-dire qu'elles vont pas être guéries complètement, mais elles vont garder des formes de séquelles d'anorexie. Elles vont faire des rechutes en période de stress, elles vont avoir un IMC qui est autour de la normalité, parfois un peu en dessous à 16, 17,5 quand ça va moins bien, et parfois elles vont être un peu au-dessus à 18,5, 19. Ces patientes-là, on ne les considère pas vraiment comme guéries, mais n'empêche que pour une grande majorité d'entre elles, elles fonctionnent. On est plutôt dans une stratégie mes collègues addictologues reconnaîtront le terme, plutôt de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de travailler avec le bien-être de la patiente, et finalement, elles ne vont pas décéder de leur anorexie. Et même si ces études-là, on parle de 25% de chronicisation, il y en a quand même en réalité une grande partie qui finissent par guérir à l'âge adulte. Donc il ne faut pas non plus je veux pas avoir un propos non plus qui est trop catastrophiste, parce qu'en fait les études qu'on fait c'est souvent à 10 ans. Passé ces 10 ans, on sort les cohortes sortent souvent, et en fait le nombre de patients qui guérissent sont à mon avis plus importants que ça. Et bien entendu, il y a par contre 25% qui vont tomber dans l'anorexie chronique, qui elle peut s'exprimer différemment. Ça peut être de la dénutrition chronique, comme on en connaît malheureusement, des patientes qui sont vraiment franchement dénutries en dessous de 16 d'IMC pour la grande majorité de leur vie, et d'autres qui vont plutôt évoluer sur des formes de rechute d'anorexie. Et après, il y a la question de la guérison. Qu'est-ce que c'est guérir ? Malheureusement, guérir, c'est pas quelque chose souvent aussi pour les cas graves qui se fait instantanément. Il y a souvent des périodes de sortie d'anorexie qui passent par la dépression, qui passent par la boulimie, ou qui passent par l'hyperphagie, et qui peuvent rester dans des états qui sont guéris de l'anorexie, on peut les considérer comme guéris, mais qui derrière sont en fait dans des formes d'hyperphagie ou de boulimie chronique. Donc la question de la guérison est assez difficile à dire, mais en tout cas, oui, heureusement, ça arrive de guérir de l'anorexie. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, peut-être que certains d'entre vous y étaient, qui avait été organisée justement sur cette question de la guérison. Et voilà, les médecins qui avaient pu y être ont sorti, eux, leurs données et ont pu avoir un message aussi un peu plus positif dans le fait que quand même une grande majorité des patients guérissent. Je rajoute un petit mot quand même sur ces 10% de mortalité. C'est aussi quelque chose qui est connu entre médecins, c'est que les 10% de mortalité arrivent souvent chez les patientes qui sont perdues de vue et perdues de suivi. D'où encore une fois l'importance, ça rejoint un petit peu la question d'avant, de l'adhésion aux soins, qui est en fait une question qui doit être prépondérante dans notre esprit. Chaque fois qu'on agit avec la patiente, de se dire oui, on peut avoir parfois un bénéfice quand on est trop brutal sur la prise de poids instantanée, mais sur l'adhésion aux soins, si on a une mauvaise notre attitude, notre comportement, notre prérogative a été mauvaise par rapport à l'adhésion aux soins, la perte de vue d'une patiente, ça peut être catastrophique et dramatique, puisque la conséquence, ça peut être la mort. Hein. J'ai beaucoup de mes collègues n'ont jamais connu de patientes anorexiques qui sont décédées d'anorexie, parce que c'est des patients qui sont pas perdus de vue, et tant que les patients sont dans le circuit, en fait, leur espérance de vie reste quand même globalement bonne, heureusement. Alors, j'ai un doute si ça va être abordé par la suite. Je pose la question et au pire, elle pourra être reprise plus tard. Mais
je me pose la question, donc effectivement, dans les XAPA, il y a aussi la question des TCA, et je me demandais du coup comment est-ce qu'on peut faire le lien, donc effectivement, sur quel aspect du trouble du comportement alimentaire et donc de l'anorexie on peut aller toucher du doigt la notion d'addiction. J'explique pourquoi je pose cette question-là, qui a peut-être pas vraiment de rapport, mais moi j'ai été interpellée par une jeune qui avait plusieurs symptômes qui allaient dans différentes directions, mais dans un des cas, elle me disait qu'elle s'était concentrée sur l'aspect alimentaire en retombant sur des boucles TikTok. Dans le sens où on avait travaillé le fait de faire pas intéresser sur TikTok pour garder à distance ces aspects-là. Et à un moment donné, elle est tombée dedans et retombée dans des comportements alimentaires un peu problématiques. Voilà, je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais je voulais peut-être explorer l'aspect addictif sur l'aspect des troubles du comportement alimentaire, si vous aviez quelques pistes. Oui, bien sûr. Vous faites très bien de faire le lien, puisque aujourd'hui, il y a énormément d'équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle le modèle addictif des troubles du comportement alimentaire et qui a des rationnels très, très, très scientifiques là derrière. Et aujourd'hui, on considère en fait, ce qui peut paraître paradoxal, puisque encore une fois, le traitement de référence de l'anorexie mentale, alors ça reste un traitement de grade B avec le fait que c'est pas la seule option thérapeutique, que globalement on a tout un tas de thérapies qui entre guillemets marchent, mais ce qui était le mieux démontré, ça reste la thérapie familiale. Mais en fait aujourd'hui, on considère globalement que dans les premières années de développement de la maladie, on est plutôt sur une pathologie qui a un modèle biopsychosocial, familial, que en fait l'anorexie se développe au moment de l'adolescence comme une forme un petit peu d'adolescence pathologique, d'une adolescence pathologique, et qu'on va plutôt axer notre thérapie là-dessus, mais qu'une fois qu'on est face à un échec là-dessus, la patiente le sens en fait du symptôme qui était au début celui d'une pathologie de l'adolescence va plutôt être de l'addiction, ça va être une forme de stratégie de régulation émotionnelle. Et alors tout ce qu'on connaît sur l'addiction, sur les boucles de rétrofeedback, etc., certains en parleront mieux que moi, seront mises en place. Et en fait, la thérapie familiale et les approches familiales n'ont plus leur place à un certain degré, à un certain stade de la maladie. Une personne qui est rentrée dans l'anorexie à 14-15 ans, et qui n'en est pas sorti et qui a 25 ans vient en consultation, on va pas revenir alors comment ça va avec maman, papa, où est-ce que tu en es, est-ce que de temps en temps tu t'opposes à tes parents, on va pas aller voir les parents en regardant un petit peu leur attitude face à la jeune fille. On est dans quelque chose qui est chronique et qui évolue selon un modèle addictif, et là la place des XAPA, la place des services d'addictologie qui prennent en charge les patients de TCA est tout à fait ça, est tout à fait pertinente, et bien plus pertinente que ce qu'on propose en pédopsychiatrie dans les premières années de la maladie, et j'ai même envie de dire en termes aussi de suivi, d'espérance de suivi, d'adhésion aux soins. Les patientes supportent très bien ça, parce que encore une fois, au bout d'un certain temps de maladie, je pense qu'elles en ont marre d'entendre parler un petit peu toujours des mêmes choses. Donc voilà. Et puis en plus, la dictologie a ce mérite aussi d'avoir introduit certains concepts qu'on utilise dans l'anorexie mentale. Le contrat de soins, c'est quelque chose qui est tiré de la dictologie, qui est utilisé encore par certains services et qui a été longtemps le gold standard dans pas mal de services. Et la stratégie de réduction des risques, pareil, c'est quelque chose qui nous vient plutôt de la dictologie et qui est tout à fait en adéquation avec ce qu'on fait et avec les bonnes pratiques dans l'anorexie mentale. Encore une fois, on se place souvent sur le stade de la maladie. Une jeune fille qui rentre dans l'anorexie à 9 ans, on reçoit une anorexie prépubère, on n'est pas dans la réduction de risque, on est dans une phase critique et majeure du développement cérébral et du développement physique. On ne va pas faire de la réduction des risques. Une jeune fille de 30 ans qui est dans l'anorexie depuis 15 ans, on peut se permettre d'être dans de la réduction de risque. Mais encore une fois, il faut garder espoir. Même à 30 ans, après 20 ans d'anorexie, on peut en guérir. Hein. Bonjour. Est-ce que vous faites une différence... Je suis là. Est-ce que vous faites une différence entre les profils où il y a un comportement de restriction suite à un trauma, notamment une agression sexuelle, un viol, et de profils où les comportements de restriction apparaissent sans forcément avoir eu de trauma avant ? Oui, évidemment, vous faites bien de poser la question. C'est pour ça que j'ai précisé au début qu'une grande partie de mon propos était centrée sur l'anorexie restrictive. Les profils qu'on appelle purgatifs sont extrêmement différents dans leur psychopathologie.
Et on sait aujourd'hui, par de nombreuses études, que le pourcentage de patientes qui ont des traumas de nature sexuelle dans la population d'anorexie purgative est quand même différente de celle de l'anorexie restrictive. Donc en fait, les profils sont effectivement différents et les prises en charge également. Si notre patiente qui a un profil purgatif, donc pour préciser profil purgatif, le fait de se faire vomir, c'est souvent des patientes qui évoluent plus facilement aussi vers la boulimie. En tout cas, tous les comportements de purge nous font suspecter quand même un trauma de nature sexuelle. Et si le trauma sexuel à un moment donné est avéré ou discuté avec la patiente, on peut tout à fait s'orienter vers une prise en charge qui est de l'ordre du psychotrauma. La prise en charge TCA étant souvent maintenue à côté, mais en tout cas on ne peut pas juste aborder la question de l'anorexie chez des patientes dont on sait qu'elles ont été abusées sexuellement. Et ça, encore une fois, il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'anorexie symptôme qui s'imbrique souvent dans des aussi profils parfois de ce qu'on appelle le trauma complexe aujourd'hui. Et du coup, il y a plus de comportements purgatifs chez ces profils post-trauma. Est-ce qu'il y a une explication de pourquoi de cette relation ? Alors, le pourquoi, c'est compliqué. On sait que les jeunes filles qui ont été abusées sexuellement sont plus souvent sujets, en tout cas, on va dire, profil post-traumatique. Je parlais de trauma sexuel, il y a d'autres formes de trauma, bien entendu, dans l'enfance et dans l'adolescence, mais c'est des profils qui vont être dans la dysrégulation émotionnelle et dont l'attaque au corps et l'atteinte au corps vont être plus fréquentes. Et les conduites de purge sont une manière d'atteindre au corps. Voilà, au même titre que la scarification. Je suis d'accord que c'est un petit peu différent parce que les comportements de purge en fait sont souvent cachés, mais en fait un certain nombre de scarifications le sont aussi. Typiquement, ce qu'on retrouve dans les traumas sexuels, les scarifications aux cuisses, en fait, c'est des scarifications qui sont ignorées de beaucoup, souvent de la famille et parfois même des professionnels. Et si on ne demande pas à la patiente, donc on ne la voit pas en sous-vêtements, une infirmière lors d'une pesée, ça peut tout à fait passer à la trappe et ça rentre tout à fait dans des symptômes d'ordre dissociatif. Alors pas dissociatif au sens très extrême du terme, d'une dépersonnalisation ou d'une déréalisation, mais en tout cas d'une partie du corps qui est entre guillemets dissociée. Pardon, j'ai pas l'habitude. Alors moi, j'accompagne pas des jeunes, j'accompagne des adultes. Mais j'ai une situation en tête d'une femme qui m'inquiète, qui ne mange pas chaque jour, qui du coup manque beaucoup d'énergie pour faire des tâches toutes simples, de se lever, aller chercher son courrier, enfin voilà, ce genre de choses. Donc elle ne sort plus de chez elle, elle fait ses courses très occasionnellement et elle mange très peu. Et en fait, elle est pas dans le déni parce qu'elle le dit, mais par contre, elle refuse tout soin. Elle est plus en contact du tout avec un suivi psy, même le médecin traitant, elle le voit plus, etc. En fait, moi, je me pose la question à quel moment on doit s'alerter entre guillemets. Voilà, du côté du CMP que j'avais consulté, il m'avait dit que ils peuvent rien faire si elle n'a pas envie d'aller vers eux, tant qu'elle ne met pas en danger quelqu'un ou qu'elle se met pas en danger. Mais c'est sur la mise en danger de soi-même où je m'interpelle, puisque j'avais pas connaissance en fait qu'il pouvait y avoir des facteurs, en tout cas génétiques. Mais du coup, sa mère est décédée en étant anorexique. Donc voilà, je sais pas en fait quels sont les signaux qui peuvent être alertants quant à un décès qui pourrait arriver, quoi. Bon, les signaux juste visuels chez une patiente qu'on verrait comme ça à son domicile, c'est l'état de maigreur apparent, ce qu'on appellerait l'apparition dans l'anugo, le fait d'avoir un duvet qui apparaît sur les bras, sur le dos, la pâleur, le fait de perdre ses cheveux, si la patiente fait des malaises, si la patiente vous dit qu'elle fait des malaises au domicile assez régulièrement, tout ça c'est des signes d'alerte qu'il risque d'y avoir des complications somatiques.
Ça, c'est les seuls que je vois. Si on voit vraiment, comme vous dites dans ce contexte, on voit une patiente et qu'on n'a pas le droit de la mesurer, pas le droit de la peser, pas le droit de l'ausculter, pas le droit de lui prendre la tension, pas le droit de lui faire de prise de sang. C'est en tout cas les premiers signes d'alerte. Après, pour les questions de quoi faire, puisque là, encore une fois, ça rejoint un petit peu la question de madame au début. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces patientes qui refusent les soins? Là, ça dépend vraiment du secteur. Il y a des équipes mobiles qui existent en pédopsychiatrie. Les patients qui refusent vraiment d'aller en consultation en pédopsychiatrie, on peut envoyer une équipe mobile à domicile, faire un petit peu le point avec la famille et la patiente. Et dans des cas extrêmes, ça peut être légitime de faire aussi chez les adultes des hospitalisations sous contrainte, vraiment dans des cas extrêmes. Mais là, c'est vraiment sur avis conjoint, psychiatre, somaticien, et ça doit être des choses très argumentées. Mais bon, pour répondre vraiment à la question, les premiers signes d'alerte, c'est la pâleur, la chute de cheveux, l'apparition de troubles trophiques, la sécheresse cutanée et surtout les malaises, globalement. Bonjour. Vous avez abordé la pluridisciplinarité et justement l'abord autant psychique que somatique, corporel et familial. Moi, je me questionnais de l'intérêt de mettre en place tous ces suivis, tous ces abords en même temps, ou est-ce qu'il y avait un intérêt aussi à échelonner? Et si on échelonne, presque par quoi on commence? Oui, tout à fait. Je suis désolé si mon propos a été mal compris. Là, j'ai pas fait une liste exhaustive de ce que toutes les patientes doivent avoir. J'ai fait un petit peu un panel de ce qu'une patiente peut recevoir. Dans les cas les plus extrêmes, elle reçoit beaucoup de ses soins en même temps. Le minimum, c'est 2 professionnels pour une anorexie qui serait débutante, pas grave, ce qui est heureusement la majorité du temps. Donc, ça pourrait être tout à fait juste un médecin physique, donc médecin généraliste ou pédiatre, et une psychologue. Ça peut tout à fait être le seul niveau de soins qu'on a chez une patiente. Oui, alors ma question, c'est en fait quand il y a besoin d'un gros dispositif, donc qui aurait besoin de tous ces abords à travailler, quel est l'intérêt de faire tout en même temps ou justement d'échelonner? Est-ce qu'il y a un intérêt à échelonner et c'est plus ça. Alors là, c'est en fait c'est vraiment le travail de la personne qui prend en charge l'abord psychique. Là, je vous ai donné le niveau minimum. On va dire il y a un niveau un petit peu intermédiaire qui est le combo médecin physique, pédiatre. Ce qui est, on va dire, en général la règle chez une bonne partie des patientes, c'est un pédiatre ou un médecin traitant, un pédopsychiatre, une psychologue et une diététicienne qui sont vus à des intervalles différents pour pas que la patiente ait 200 rendez-vous par semaine. Mais ça, c'est la généralité. Et le rôle du pédopsychiatre là-dedans, c'est de coordonner les soins et d'identifier les besoins de la patiente. Donc en fait, il reçoit la patiente, il reçoit la famille, et c'est un petit peu à lui d'évaluer ce dont a besoin la patiente. Est-ce qu'elle a besoin d'une psychothérapie individuelle? Si oui, l'orienter vers quel type de psychothérapie? Est-ce qu'elle va plutôt être accessible à de la TCC? Est-ce qu'elle va plutôt être accessible à des abords plutôt psychodynamiques? Est-ce que les facteurs familiaux entretenants et le positionnement de la famille et de la jeune fille vis-à-vis de sa famille est tellement massif qu'en fait on met en place une thérapie familiale directement? Est-ce que c'est abordable juste en consultation pédopsychiatrique? En fait, tout ça, c'est au médecin pédopsychiatre d'évaluer. C'est souvent ce qu'on appelle il est souvent en position en fait le pédopsychiatre de référent des soins. C'est pas un psychothérapeute individuel, et donc c'est à lui d'évaluer lors des consultations ce dont la patiente a besoin et d'échelonner à ce moment-là au fur et à mesure des consultations. Souvent, moi, dans ma pratique personnelle, je vois les patientes 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec la diététicienne et avec le médecin physique, avant d'orienter les patientes vers d'autres finalement types de thérapies. Parce que les premiers soins psychothérapiques, les premiers conseils qu'on peut donner à la famille, en fait, on peut déjà le faire en consultation. Et des fois, on voit des patientes qui guérissent en 1 mois, 2 mois, juste avec des consultations pédopsychiatriques. Et c'est là où, quand on fait face à de la résistance, qu'on commence à échelonner le traitement vers des niveaux de soins un peu plus élevés. Quel est votre regard sur le fait que dans les écrits initiaux, la dysmorphophobie n'ait pas été mentionnée, voire identifiée, alors qu'aujourd'hui, c'est l'un des critères diagnostiques? C'est un petit peu la question de l'expression
psychique et de la rationalisation des troubles, finalement. Je pense que les causes de l'anorexie qui étaient en place à l'époque sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, mais que l'expression clinique est différente de par la culture qu'on a, qui est différente de l'époque où effectivement la culture du corps est plus importante que dans les années 1900, et la question finalement de la maigreur et du canon de beauté a changé. Et du coup, on va dire la rationalisation vers la perte de poids est peut-être pour les patientes elles-mêmes vis-à-vis de leurs troubles plus entendable, et peut-être pour l'entourage et la société aussi est un peu plus entendable. C'est en tout cas l'idée qu'on peut avoir. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous définissez la question de l'héritage génétique, c'est-à-dire vous avez identifié des gènes, ou c'est quand on sait que dans la famille, dans les antécédents, il y a des antécédents, vous en déduisez qu'il y a un aspect génétique, ou c'est comment? Non, il y a eu des études très importantes sur les patients anorexiques pour étudier leurs gènes, et on a retrouvé un certain nombre de gènes en commun plus fréquents. Donc c'est comme ça qu'on détermine s'il y a des facteurs génétiques. On regarde juste les gènes et les allèles des patients anorexiques versus la population générale, et on retrouve une fréquence allélique plus importante chez les patients anorexiques. Mais vous avez raison de le pointer, le fait qu'il y ait un père dans la famille qui soit anorexique, c'est un facteur de risque, soit même d'avoir une anorexie mentale. Mais en fait, ce facteur de risque-là, c'est un mélange entre des facteurs génétiques et des facteurs familiaux. On sait que chez les vraies jumelles, même des vraies jumelles ne développent pas toutes les deux une anorexie mentale. On est plutôt à 1 sur 2. Et ces gènes, enfin, je m'excuse, hein, ça me rend curieuse. Ces gènes, ça correspond à quoi? Enfin, ouais, est-ce qu'ils sont associés à d'autres choses, ou? Ouais, il y a une grande partie de ces gènes qui sont associés à soit à des récepteurs, soit à des neurotransmetteurs, à l'expression génétique de neurotransmetteurs ou de récepteurs au niveau du cerveau, comme la sérotonine, comme la leptine. Enfin, il y a tout un nombre d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont impliqués là-dedans. Et les gènes qu'on retrouve sont en général associés à ces hormones ou à ces neurotransmetteurs. Mais encore une fois, on parle d'un panel, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais entre 3 à 500 gènes identifiés. Hein. Et le fait d'avoir une de ces allèles de ce gène-là ne détermine pas en soi une anorexie mentale. Et est-ce qu'il y a eu des croisements de facteurs, je ne sais plus, j'ai oublié le mot, entre le fait que ces gènes seraient plus présents dans certaines catégories de population ou pas, socialement ou Ça, j'ai pas la réponse à cette question. Ça rejoint peut-être vous avez été étonné de cette histoire de facteurs génétiques, et que j'ai dit dans certaines cultures l'anorexie mentale était peu présente. Ça, j'ai pas la réponse à cette question. Oui, je pensais à des catégories socio-économiques aussi, je reviens toujours à ça. Mais je me demandais s'il y avait eu des études de correspondance ou pas. Non, bon, ok. Ça, à ma connaissance, non, mais encore une fois, je peux peut-être me tromper. Merci beaucoup, Dr Davidson, pour votre intervention.